Nous, les humains, avons une assez haute image de nous-mêmes. Intelligents, forts, rapides. Mais si nous étions plutôt mal pensés? Nous souffrons, nous tombons malades, nous avons des accidents. Avec l'âge, nous perdons la raison. Et la fin, tout le monde la connaît. Serait-il possible de corriger tous ces défauts de conception? Le transhumanisme est un mouvement qui a pour but de faire de l'humain un être radicalement modifié, amélioré et transformé. La technologie pourrait-elle nous doter de nouvelles capacités, avec des prothèses intelligentes, des puces cérébrales et des organes artificiels? Je pense que l'humain de demain aura massivement recours à des technologies qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Sommes-nous voués à devenir des cyborgs super optimisés? Et si oui, est-ce qu'on s'en porterait mieux? Malgré la complexité de notre constitution, on ne peut pas dire que notre corps fonctionne à la perfection. Prenons l'exemple du rein, un organe incroyablement bien conçu. Hélas, avec le temps, il perd sa fonction de filtre parce que ses vaisseaux ne résistent plus à notre pression sanguine. Quant à nos poumons, ils ne sont pas faits pour la vie dans les grandes villes. Lorsque les particules fines obstruent les capillaires, nos poumons ne peuvent plus nous alimenter correctement en oxygène. Notre cœur est tout aussi fragile. Des millions de personnes attendent un don d'organes parce que leur propre cœur a flanché prématurément. Le fait est que nous vivons de plus en plus longtemps. Le vieillissement, et avec lui la dégénérescence cellulaire, commence quelques années après la puberté. La conséquence, c'est que les organes ne parviennent plus à se réparer correctement face aux dommages qui surviennent en permanence. Contrairement aux montres suisses, nous sommes soumis à l'inéluctable processus du vieillissement. Dès le plus jeune âge, notre corps se dégrade un peu plus à chaque seconde qui passe. La nature nous a-t-elle si mal conçus que nous ne pouvons survivre que grâce à la technique? Dès le premier battement de cils, l'humain a développé une relation avec le vaste champ de la technique. Je pense que les humains sont des cyborgs nés, c'est-à-dire des êtres fusionnés par nature avec la technologie. Et ce n'est pas pour rien s'il y a des débats autour du concept de cyborg. Pour certains, rien qu'en portant des vêtements, on fusionne avec la technique. Nous pouvons désormais compenser de nombreux handicaps par la technologie, grâce aux prothèses, stimulateurs cardiaques, lunettes et autres appareils auditifs. Seitdem Großmutters Trompeten großes Hörrohr unmodern geworden ist und nur noch Museumswert besitzt, sind für die Schwerhörigen bessere Zeiten angebrochen. Plus personne ne remet en question ces outils. Ils sont depuis longtemps devenus la norme. Mais peut-on aller plus loin? Beaucoup plus loin. Pourrait-on optimiser l'humain et corriger toutes les erreurs de construction? En tout cas, certains nous imaginent d'ores et déjà en surhumains. Les entreprises technologiques et les start-up, surtout celles de la Silicon Valley, promettent de soulager les souffrances liées à la condition humaine. Grâce à une alimentation de pointe, à des injections pour perdre du poids, à des implants cérébraux et à des prothèses intelligentes. Je suis persuadé que les possibilités que nous offrent les neurotechnologies et la neuroingénierie en particulier sont immenses. Ces technologies sont développées pour les personnes atteintes de certaines maladies, mais on pourrait aussi augmenter les fonctions des sujets en bonne santé. Le grand visionnaire de Google, Ray Kurzweil, décrit un avenir qui a de quoi effrayer, mais qui en même temps fascine. Nous dépasserons de plus en plus notre biologie jusqu'à ce que la technique prenne le dessus et que notre forme humaine devienne moins importante. Dans un avenir lointain, ressemblerons-nous à la description qui est faite dans Après l'homme, théorie sur l'évolution spéculative signée Dougal Dixon?
Ce dernier imagine des êtres surévolués, technologiquement améliorés, qui ne tombent plus malades car leurs organes sont éternels. Comme le vacuumorphe, une créature qui ressemble à un crabe, génétiquement et chirurgicalement modifiée au point de pouvoir vivre dans l'espace, et qui n'a plus besoin de manger ni de boire. Cette vision du transhumanisme qui considère la machine supérieure à l'être humain est en réalité très ancienne. Dans l'épopée de Gilgamesh, il est déjà question de surmonter la vieillesse et la mort. Plus tard, au XVIIIe siècle, le médecin français Julien Auffray de la Métrie rejette toute distinction entre le corps et l'esprit et déclare que l'être humain est un homme-machine. Dans les années 1950, le philosophe anglais Julian Huxley, un précurseur du transhumanisme, est le premier à imaginer transformer l'humain en un être optimisé. Pour le transhumanisme, ce qui compte, c'est l'intérieur. L'idée du transhumanisme, c'est de faire de l'humain un être radicalement modifié, amélioré, changé grâce à toutes sortes de technologies. C'est ce que le transhumanisme appelle le post-humain. Mais cet être post-humain reste un humain, même s'il a été radicalement modifié. Jusqu'à quel point pouvons-nous et voulons-nous modifier notre corps? Miser sur la technique revient-il à renoncer à notre humanité? C'est le cas pour l'homme-machine le plus connu de l'histoire du cinéma, Terminator. You're like a machine underneath, right? But sort of alive outside. I'm a cybernetic organism, living tissue over a metal endoskeleton. Une enveloppe de tissu organique et en dessous, une machine qui rend le cyborg presque invulnérable. En parlant de super-héros, on vous a demandé quel super-pouvoir vous aimeriez avoir. Certains rêvent d'être capables d'arrêter le temps, de respirer sous l'eau, de comprendre toutes les langues du monde. Et bien sûr, d'être immortel. Et même si tous ces super-pouvoirs ne sont pas encore à notre portée, beaucoup de nos fantasmes technologiques se sont réalisés depuis longtemps. Alors pourquoi pas bientôt le rêve de devenir surhumain? Voyons ce qui est techniquement possible dans notre corps. Pourra-t-on un jour remplacer des organes défectueux, comme on changerait le moteur d'une voiture? C'est ce que souhaitent de nombreux chercheurs pour pouvoir mieux aider les patients. Premièrement, il n'y a pas assez d'organes disponibles pour la transplantation. Et deuxièmement, grâce à certains processus, on peut mieux fabriquer les organes, de sorte qu'ils ne soient pas perçus comme étrangers par le corps du receveur. Si on y parvient, il sera possible de proposer des organes à implanter dans pratiquement chaque bloc opératoire. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Ces organes fabriqués en laboratoire pourraient-ils être encore plus performants que les vrais? Pour fabriquer un organe, 3 ingrédients de base sont nécessaires. Premièrement, une structure qui lui donne sa forme. Deuxièmement, des cellules spécifiques pour lui insuffler la vie. Et troisièmement, il faut réussir à le connecter au corps. Pour résoudre le problème de la structure, des chercheurs de Boston ont testé un procédé qui consiste à débarrasser de leurs cellules le cœur et les poumons d'animaux ou de personnes décédées. On peut imaginer ça comme des travaux de rénovation dans une vieille maison. Un poumon mort est vidé de sa substance, ne laissant qu'un échafaudage de fibres protéiniques. Cette structure est colonisée par des cellules pulmonaires vivantes. Et voilà comment on obtient un poumon de remplacement cultivé en laboratoire. Mais on est encore loin d'utiliser ce genre d'organes chez l'être humain. Le problème, c'est que les cellules qui les peuplent ne peuvent pas communiquer entre elles. De plus, le traitement d'organes morts est complexe et coûteux. D'où l'idée de fabriquer des organes de remplacement sans passer par la case défunt, à l'aide d'imprimantes 3D. On imprime une structure en hydrogel à laquelle on ajoute différents types de cellules vivantes.
L'impression 3D fonctionne exactement comme avec une imprimante à jet d'encre. Des cellules individuelles sont déposées, mais contrairement à une imprimante à jet d'encre normale, ces cellules ne sont pas disposées en 2 dimensions, mais en 3. Ça veut dire qu'on peut créer des structures qui se rapprochent d'un cœur, d'un foie ou d'un cerveau. On peut déjà fabriquer des organes par bioimpression, comme le prototype d'un rein. Mais là encore, le problème, c'est que les nombreux types de cellules n'interagissent pas. On peut donc se demander si des organes plus grands, comme les poumons, pourront un jour être imprimés en 3D. Mais ne pourrait-on pas simplement faire pousser des organes en laboratoire ? Supposons qu'on puisse fabriquer des organes comme on confectionne de la gelée. On veut fabriquer un cœur ou un cerveau. On prend des granulés, en imaginant que ce sont des cellules de muscles cardiaques. Ces cellules sont placées dans un hydrogel, un liquide semblable à un gel. On le remue pour répartir les cellules de manière homogène. Ensuite, on les transfère dans un moule. Un cœur, un cerveau, un autre cœur et un cerveau. Alors qu'une gelée qui se mange est prête au bout d'1 heure, les tissus du cœur et du cerveau, maintenant pourvus de cellules, ont besoin d'environ 35 jours et de la présence de liquide nutritif pour se former totalement et devenir soit un tissu cardiaque qui bat, soit un tissu cérébral qui pense. Du tissu cérébral qui pense, conçu en laboratoire? Des reins imprimés? Les chercheurs ignorent encore comment créer des organes artificiels à partir des nombreux types de tissus qui existent. Mais si c'était un jour le cas, pourrait-on fabriquer des organes sur mesure et les enrichir de nouvelles fonctionnalités? Les possibilités seraient quasi illimitées. En fait, j'améliorerais peut-être un peu les reins pour n'aller aux toilettes qu'une fois par jour. Ça m'arrangerait bien. Déjà, j'espère que je n'aurai pas besoin d'une mise à niveau pour un de mes organes. Mais s'il y en a un qui est défaillant, c'est en général le cœur. Le cœur illustre bien la difficulté à cultiver des organes en laboratoire et à les remplacer comme on le ferait avec un moteur de voiture. Il s'agit en effet de reproduire une fonction unique, celle du pompage. On compte actuellement 60 millions de patients atteints d'insuffisance cardiaque. Parmi eux, 10% sont touchés par une insuffisance cardiaque sévère, soit 6 millions de patients dans le monde. Et on transplante 4000 cœurs par an. Ce qui veut dire qu'on est loin d'avoir assez de cœurs, et ça ne changera pas. Les cœurs artificiels étant cruellement nécessaires, les chercheurs étudient désormais une nouvelle piste. Ne plus reproduire un cœur entier en laboratoire, mais seulement une partie. C'est précisément ce à quoi s'est attelée l'université de Göttingen. Ces patchs cardiaques sont obtenus à partir de cellules souches, moulées dans une structure de cellules de tissu conjonctif et de collagène, puis attachées par un système de suture aux parties endommagées du cœur, à même le tissu cicatriciel qui se forme à la suite d'un infarctus. La particularité quand on fabrique du muscle cardiaque et donc des cellules cardiaques artificielles, c'est qu'ils doivent être cultivés de manière à pouvoir se contracter. Les patchs cardiaques ont déjà été implantés avec succès sur les premiers patients et font actuellement l'objet d'essais cliniques. Ils s'intègrent au tissu cardiaque du patient et réparent l'organe. Est-ce la solution ? Des morceaux de tissu qui stimulent le cœur défaillant avec du matériel cellulaire frais et jeune? Lorsqu'on fabrique un tissu, il a un âge biologique d'à peu près 10 ou 12 ans. Ces systèmes d'organes sont généralement meilleurs que le cœur d'une personne de 50 ou 60 ans. Mais ça ne veut pas dire que le patient va se retrouver doté de super-pouvoirs. On lui apporte quelque chose qui fonctionne mieux que ce qu'il a à ce moment-là dans son corps. Ok, nous sommes donc déjà capables de réparer certains défauts de construction de notre corps
et donc d'être moins malade et peut-être de vivre très vieux. Mais qu'est-ce qui pourrait nous rendre plus forts, plus rapides ou plus habiles? Peut-être des prothèses. Au sens propre du terme, prosthésis signifie ajouter et non remplacer des parties défectueuses. Que pensez-vous par exemple d'un 3e pouce? Cette extension pourrait nous offrir d'innombrables possibilités nouvelles dans la vie de tous les jours et rendre nos mains encore plus habiles. Avoir un membre supplémentaire peut être très utile au quotidien. Par exemple, pendant une intervention chirurgicale complexe, lors de laquelle la communication au sein de l'équipe est difficile. Si le chirurgien était pourvu d'un 3e bras, il pourrait tout contrôler en même temps. Un 3e bras ou pouce pour effectuer plusieurs tâches en même temps. Ou comment devenir véritablement multitâche. Voilà qui serait bien pratique. Et pas seulement pour les chirurgiens. Nous avons discuté avec des horlogers suisses et nous avons constaté que pour certaines tâches, ils doivent se contorsionner parce qu'ils n'ont que 2 mains. Ils ont parfois même besoin de l'aide d'un collègue. Le 3e pouce est commandé par des capteurs de pression fixés aux gros orteils et reliés par un dispositif sans fil à la prothèse. En fonction de l'orteil sur lequel on appuie, le 3e pouce se déplace dans une direction ou dans l'autre. L'un des principaux défis, c'est la manière dont ces membres supplémentaires sont reliés à notre corps et pilotés. Nos vraies mains, par exemple, sont contrôlées par le cerveau. Mais comment cela peut-il fonctionner avec des membres artificiels? N'étant pas reliés au système nerveux, ils ne peuvent pas être commandés par la pensée, contrairement à nos vraies mains. De plus, ils ne transmettent pas en retour d'informations sensorielles à notre cerveau. Les scientifiques sont déjà à pied d'œuvre pour remédier à ces 2 inconvénients, avec notamment une main bionique qui permet de percevoir si un objet est chaud ou froid, dur ou mou. Pour cela, les neuroprothèses doivent être connectées aux voies nerveuses du bras par une puce. Elles permettent alors aux personnes ayant subi une amputation de faire la différence entre une vraie main ou un morceau de plastique. Une amélioration considérable, surtout pour la vie sociale. Pour que les patients aient l'impression que la prothèse fait partie de leur corps, la motricité et le toucher ne suffisent pas. La température est également importante pour le contact avec autrui. Chaque fois que je touche la main de quelqu'un, je perçois sa chaleur dans la mienne. Les capteurs de la prothèse parviennent d'ores et déjà à mesurer la température, la pression ou la structure d'une surface et à les transmettre avec succès au cerveau. La grande question pour l'avenir est de savoir si l'inverse est possible. Peut-on également envoyer des signaux à une prothèse ou à un ordinateur à l'aide d'électrodes placées dans le cerveau? Les interfaces cerveau-machine, qui relient le cerveau à des prothèses ou à des terminaux numériques, font l'objet de recherches dans le monde entier depuis des années. Pourrait-on, à l'aide de tels implants cérébraux, contrôler une prothèse ou une tablette par la seule force de la pensée? Et comment cela fonctionnerait-il? L'exemple le plus marquant d'interface cerveau-machine est le projet Neuralink. Début 2024, une puce cérébrale a été implantée chez un patient tétraplégique. L'implant se base sur les ondes cérébrales émises lorsque le patient pense très fort à un mouvement de son corps. Un décodeur neuronal convertit ces signaux en ordres qui déplace ensuite, par exemple, un curseur. Ce qu'il faut, c'est des signaux du cerveau qui reviennent souvent et qu'on peut provoquer facilement. Par exemple, je pense à mes pieds, et dans la zone du cortex cérébral qui représente mes pieds, un signal électrique est produit. Je peux le détourner et m'en servir comme d'un interrupteur. Le fait de penser à ses pieds est alors converti par la puce en un ordre, qui peut être d'allumer les lumières ou de les éteindre. Mais qu'en est-il des mouvements plus complexes, qui nécessitent de nombreuses pensées?
Ce serait évidemment bien mieux si je pouvais imaginer un mouvement qui serait ensuite réalisé par le bras du robot. Je pourrais tendre le bras, saisir un gobelet, le porter à ma bouche et boire. Ça aussi, ce serait possible. Mais là, on parle de signaux beaucoup plus complexes. Chaque partie du corps, et par conséquent chaque mouvement, occupe un emplacement spécifique dans le cerveau et peut donc être déchiffré. Et la création d'une prothèse capable de jouer du piano dépendra aussi de la maîtrise des risques liés aux puces cérébrales. Imaginons que le cerveau soit une glace spaghetti. Les fils représenteraient les circonvolutions cérébrales. En y regardant de plus près, on pourrait imaginer que ce sont des fibres nerveuses. Le risque avec la glace spaghetti, c'est qu'elle fonde. Le cerveau bouge à cause de la respiration, des battements du cœur et de la circulation sanguine. Alors comment peut-on mettre en contact cet ensemble de fibres, ces réseaux? Une interface cerveau-machine ne va pas fondre comme la glace spaghetti. En revanche, si on veut y implanter une électrode telle que celle-ci, il va falloir réfléchir à l'endroit où la mettre. Car si on ne fait pas attention, on risque de toucher un vaisseau sanguin. Ce qui provoquerait une hémorragie. Il se produirait alors des réactions qui entraîneraient par exemple un phénomène d'encapsulation de l'électrode qui nous couperait l'accès à la cellule cible. Après de premiers succès qui ont permis aux patients tétraplégiques de surfer sur Internet, de jouer aux échecs ainsi qu'à Mario Kart, un revers est survenu. Certaines électrodes se sont détachées du cerveau et la puce a cessé de fonctionner correctement. La commande par la pensée n'est donc pas encore au point. Mais Neuralink rêve déjà que ces implants cérébraux permettent un jour non seulement d'aider les personnes en situation de handicap, mais aussi d'augmenter massivement les capacités cognitives de chacun d'entre nous. La question de savoir si les implants cérébraux feront de nous des surhumains maîtrisant de nombreuses langues, ainsi qu'une vaste connaissance du monde, est très intéressante. Parce qu'en réalité, c'est déjà le cas avec nos téléphones portables et l'accès à Internet. Je pense que pour accéder à ça, il n'est même plus nécessaire de traverser la peau, qui symbolise la frontière entre la technique normale et le cyborg, la fusion entre l'humain et la machine. Il n'est toutefois pas improbable que des personnes soient un jour tentées de se faire greffer ce genre de superpuce dans le cerveau. Car certains nourrissent un rêve encore plus fou. Serait-il possible de séparer totalement l'esprit du corps et de stocker le contenu de nos cerveaux dans le cloud? Un téléchargement de l'esprit, comme l'appellent les transhumanistes. Après la mort, nous pourrions entreposer notre âme pour l'éternité et la télécharger au besoin dans un nouveau corps. Nous accéderions alors à l'immortalité? On considère que le potentiel humain est dans l'esprit, le mental, le spirituel. Et il doit être libéré à l'aide du téléchargement de l'esprit. Ça doit nous donner au bout du compte la possibilité de devenir immortel, car seul le physique est mortel. Ce qui, d'après ce concept, n'est pas le cas des données et des informations. Mais soyons un peu pratiques. Est-il techniquement possible de stocker toutes nos pensées, tous nos souvenirs, tout ce qui constitue notre esprit dans le cloud? Chaque cellule nerveuse possède, je crois, en moyenne 10 000 connexions avec d'autres cellules nerveuses. Je ne peux même pas imaginer ce que ça représente. Comment pourrait-on télécharger toute cette activité à l'heure où d'énormes disques durs sont déjà remplis en un rien de temps? Qui va regarder ça? Et comment peut-on réinjecter ça chez quelqu'un d'autre? Bon, pour le téléchargement de l'esprit, on repassera. Mais se pourrait-il que certaines idées transhumanistes nous soient indispensables à l'avenir? Ne serait-ce que parce que les conditions de vie sur notre planète deviennent de plus en plus difficiles. Aurons-nous bientôt tous besoin d'une mise à niveau technologique, comme Matt Damon dans le film Elysium? Équipé d'un exosquelette et d'un implant cérébral, il se bat pour survivre.
Imaginons un tel avenir. Peut-être qu'un jour, nous ne porterons plus de vêtements du tout parce que notre peau sera protégée des rayons UV par un bouclier thermique bionique. Nos yeux seront équipés d'implants rétiniens qui rendront visibles des informations provenant d'Internet grâce à la réalité augmentée. Et nous serons dès la naissance pourvus de puces et de capteurs qui nous aideront à nous orienter dans les mégapoles du futur. Je pense que l'humain de demain utilisera beaucoup la technologie. À mon avis, il n'y aura pas de retour à la nature, pas plus qu'on ne deviendra les animaux de compagnie des machines. Ce sera quelque part entre les deux. Mais j'espère surtout qu'on apprendra à utiliser les nouvelles technologies de manière responsable. Peut-être la technique pourrait-elle au moins nous rapprocher un peu de la nature, en nous offrant de nouveaux sens. Des cyborgs autoproclamés, comme Neil Harbisson, l'ont déjà fait. Cet artiste britannique s'est fait implanter une puce à l'intérieur du crâne qui transforme les ondes lumineuses des couleurs en ondes sonores. Lui, qui ne distinguait que le noir et blanc en raison d'un problème de vue, a ainsi pu entendre les couleurs. D'autres artistes cyborgs se sont fait greffer des capteurs afin de pouvoir percevoir la lumière ultraviolette, les rayons infrarouges, la pression atmosphérique ou les mouvements sismiques, comme certains animaux. Faut-il se demander ce qu'il restera en nous de l'Homo sapiens originel? Parlons plutôt des défis éthiques que posent certaines technologies et certaines interventions technologiques. Ça me semble plus intéressant qu'un débat anthropologique pour déterminer où s'arrête l'humain pur, un concept horrible, je trouve, et où commence le cyborg. Bien vu. Sur le plan éthique, il y a effectivement des choses à mettre au clair. À qui profitent de telles technologies? Et qui peut se les offrir? Si les super riches veulent optimiser leur corps ou leur matière grise, vont-ils en profiter pour obtenir des avantages pour survivre dans le futur, grâce à des puces cérébrales ou autres améliorations? Tous les progrès qu'offre le transhumanisme sont souhaitables pour tous les êtres humains. Mais même si on affirme dès le départ qu'ils devraient être destinés à l'ensemble de la société, on peut s'inquiéter, à juste titre, qu'ils soient mis à la disposition des riches et des puissants. Admettons que les technologies soient réparties de manière équitable. Une question demeure malgré tout. Un niveau de perfection toujours plus élevé nous rendrait-il vraiment plus heureux? Si on était tous parfaits, je pense qu'on ne serait plus des humains, mais plutôt des super robots. Cette perfection, c'est un peu une nouvelle religion. On pourrait aussi choisir de composer du mieux possible avec ce dont on dispose, pour qu'on en tire un maximum de plaisir et de joie, et que ça favorise la bonne entente entre tous. La technologie peut-elle nous rendre meilleurs? Ce n'est sans doute pas nécessaire, car l'évolution a fait de nous des êtres capables de faire face à des conditions de vie défavorables. Malgré tout, les nouvelles technologies nous offrent une chance d'améliorer notre qualité de vie sans pour autant devenir des cyborgs. À condition toutefois de ne pas perdre de vue l'aspect humain. Car quelque part, nous sommes toutes et tous depuis toujours des êtres surhumains. Chacun à notre façon.